février, mars, avril, où Russes et Ukrainiens négocient, ils auraient pu arrêter la guerre à ce moment-là. On n'a pas aidé du tout la négociation. Et à partir d'avril, Biden entre en guerre, et nous, on suit, sans le moindre objectif stratégique, mais sous la pression de médias, et naturellement indignés par ce qui se passait, la guerre, Boutcha, etc. Et on part, l'affaire au fusil, sans fusil, dans l'espoir que les Américains vont gagner la guerre à notre place. Pas de chance, au bout de 3 ans, ils changent de président, et Trump dit cette guerre est ridicule, je m'en vais, parce que j'ai d'autres chats à fouetter, les Chinois et autres. Et là, tout le monde s'affole. Et là, c'est comme les lapins dans les phares d'une voiture. Exactement. Tous ces chefs européens ne savent plus où ils habitent. Alors, on va aller... Ils n'ont pas de réponse. Bonjour à tous. Envoi de troupes, armée européenne, guerre totale contre la Russie. L'Union européenne, depuis que Trump et Poutine ont annoncé les négociations de paix, montre son visage d'hystérie guerrière, conformément à toutes nos analyses depuis le départ. Et un sommet de guerre, littéralement, est organisé par Macron à l'Élysée ce lundi, 17 février, réunissant 7 pays, plus la Commission européenne, plus l'OTAN. Je vais vous en parler bien évidemment. Et nous voyons bien que, normalement, on organise des sommets de paix. Là, c'est un sommet de guerre. Comment relancer la guerre? Comment l'entretenir? Comment? Attention, évidemment, ils n'ont pas les moyens, Dieu merci, de tout cela. On ne parle plus de guerre mondiale, puisque si vous n'avez ni les États-Unis ni la Russie, vous n'êtes pas dans une guerre mondiale. Mais n'empêche que nous, Français, on peut être impliqués. Et ils sont tellement fous dans leur idéologie, et tellement corrompus, qu'ils sont très dangereux. Donc moi, je ne veux pas minimiser, je ne l'ai jamais fait sur cette chaîne. Et puis vous avez alors un bon télégraphiste des faucons, des plus faucons du continent et de l'État profond qui s'est réfugié à Bruxelles, Zelensky, qui pousse à la folie. Alors d'abord il dit, il exige une armée de l'Union européenne. Ouest France en parle le 15 février, le titre « Face au flou d'une position américaine, Zelensky plaide pour la création d'une armée européenne ». Je cite un extrait. S'exprimant à l'occasion de la conférence de Munich sur la sécurité, connu pour être le Davos de la sécurité internationale, Volodymyr Zelensky a appelé à la création d'une armée européenne. Pour lui, je cite, les dirigeants européens doivent décider de leur propre avenir, assurant que les forces armées ukrainiennes ne pourront pas assurer seules la sécurité de l'Europe. Il appelle ça les forces armées de l'Europe. Donc il veut une armée européenne. Alors, les Eurogagas sont ravis. Évidemment, c'est ce qu'ils veulent depuis bien longtemps. Vous savez que dès 1954, il y avait le projet de CED, Communauté européenne de la défense, avant même le traité de Rome, pour créer une armée fédérale européenne. Et à l'époque, ça avait été rejeté par le Parlement français. Les choses ont bien changé. On est en tête-à-tête avec Mathieu Bock-Côté. Et Mathieu, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que je suis très curieux de voir comment toi, tu as perçu le discours de J.D. Vance à Munich. Parce que, écoute, de ce côté-ci de l'Atlantique, on dit ça n'a pas de bon sens. Il est allé faire la leçon en Europe en disant que il ne respecte pas la liberté d'expression, puis etc. Et c'était très mal perçu. Par contre, j'ai lu dans le Figaro, le journal auquel tu contribues, il y a quelqu'un qui disait, ben, savez-vous quoi? Il a raison, un peu en partie, M. Vance. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'il a raison en partie, puis même pas mal sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a 3 axes dans le discours de Vance. Premier élément, il dit l'Europe n'est plus le continent de la liberté d'expression, ce qui est factuel. Non, mais il y a 2 choses. Le régime de Poutine est un régime autoritaire absolument condamnable. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est une question de sécurité extérieure. Le problème, c'est que des régimes en Europe qui prétendent défendre la liberté d'expression, ils appellent ça notre démocratie. Notre démocratie. D'ailleurs, c'est la leur, hein. C'est pas celle des partis qui votent des mauvais partis. Mais notre démocratie est en danger. Mais je m'excuse, mais les pays qui sont censés être démocratiques aujourd'hui ne le sont plus vraiment. On est en post-démocratie, on est en démocratie abîmée, on est en démocratie plus vraiment libérale. Donc, ça vaut la peine de le dire. Puis moi, je pense effectivement qu'il y a une forme de désintégration intérieure de nos sociétés avec des régimes qui falsifient aujourd'hui le sens de ce qu'est la liberté politique. The Empire Strike Back, Loïc, c'est les empires qui vont régler les problèmes sur la planète. Oui, par-dessus la tête d'autres pays. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe. Alors non, l'Ukraine n'a pas besoin d'être assise à la table de négociation pour régler la guerre. Les Européens non plus d'ailleurs. Tout va être réglé entre Vladimir Poutine et Donald Trump et en Arabie Saoudite de surcroît, ce sympathique pays. Alors, tu regardes ça puis tu te dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et dans les médias américains,
je parle par exemple de CNN, New York Times, on dit oui, mais c'est parce que on entend dire que Trump est en train de céder sur des points clés, des points essentiels en Ukraine. Ben oui, il va céder. Tout ce qu'il veut, c'est donner l'illusion qu'il a arrêté le conflit, et c'est ce qu'il est je pense, en train de négocier. Tu sais, imagine, ce pauvre Zelensky, président de l'Ukraine, n'a même pas été averti du début des négociations en Arabie Saoudite. On n'a rien dit. Bon, éventuellement, il va se joindre aux négociations. C'est au moins ça. Mais les Européens sont très, très, très inquiets de ce que les Américains font. Tu sais, j'en avais parlé la semaine dernière, je t'avais dit, c'est incroyable, les relations internationales sont en train d'être bouleversées, ils viennent de s'en rendre compte. Alors, grande conférence à Paris, grande conférence sur la sécurité à Paris qui a été convoquée par Emmanuel Macron, on y trouve les grands ténors européens, bien entendu, l'Angleterre est là, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et la question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les États-Unis nous ont lâchés. On est toujours tenté par l'hyperbole, la déclaration à l'emporte-pièce, puis d'employer des mots qui devraient souvent être gardés précieusement ou protégés précieusement. Quand on dit, par exemple, c'est historique, on peut pas dire ça à chaque jour de notre vie. Or, je pense que ce qui s'est passé à la conférence de Munich sur la sécurité vendredi, quand J.D. Vance, le vice-président, a pris la parole et a un peu fait la lecture ou en fait la morale aux Européens, mais en fait, c'est pas comme ça que je le vois. C'est pas tellement la morale, mais il les a grondés un peu. Je crois que ça va marquer durablement l'histoire et que c'est un des événements clés des 75 dernières années des relations entre Washington et l'Europe. C'est pas un événement banal, c'est un moment où les masques sont un peu tombés, où on a parlé assez peu de l'Ukraine, sinon pas du tout, alors qu'on s'attendait à ce qu'il le fasse, mais où il a dit, en particulier, c'est le clip qui est beaucoup revenu à l'avant, je me méfie moins des Russes et des Chinois que de ce que nous faisons avec nos valeurs internes. Il faut voir, quand on écoute les 19 minutes 30 de son discours, que tout juste avant, il dit, oui, nous devons être vigilants, la Russie et la Chine peuvent être des menaces, mais si on veut être capable d'y faire face, encore faut-il que sur des valeurs communes, nous serrions les coudes. Et là, il parle pour l'essentiel de liberté d'expression. Ça a fait très, très peur. Immédiatement, levée de bouclier en Europe vendredi, mais surtout samedi et dimanche. En fait, c'est le sujet du week-end parce que les Européens ont eu besoin de 24 heures, 48 heures pour débriefer ce qui venait de leur arriver. Ils sont tétanisés. Soudainement, l'Amérique n'est plus l'allié qu'ils imaginaient qu'il puisse être. C'est parce qu'en parallèle... Ça leur fait très peur. Beaucoup de choses, effectivement. Il y a en ce moment, où il y aura cet après-midi à l'Élysée, une rencontre entre M. Macron et les chefs de gouvernement ou d'État de 7 pays européens qui se concertent parce qu'on réalise soudainement que les Américains ne vont peut-être pas garantir la paix en Europe et très certainement en Ukraine. Il y a une espèce de divorce qui est consommé, c'est l'expression que j'ai employée la semaine dernière, entre les États-Unis et l'Europe sur la question ukrainienne. Il y a vraiment une division et les Américains disent aux Européens, nous, la garde des enfants, on n'en veut pas. Donc, si vous voulez garder l'Ukraine, il n'y a pas de problème, mais ça sera votre guerre et c'est vous qui allez payer pour. Donc, les Européens qui se réunissent aujourd'hui pour essayer de trouver une solution. Or, moi, je pense que les Russes sont absolument pas pressés. Ils ont du temps. Ils ont l'avantage sur le terrain, sur le champ de bataille, et se laisseront pas intimider et se laisseront pas gagner par l'envie de plaire à M. Trump non plus. Je ne pense pas que les Russes aient rien à gagner à faire gentil avec M. Trump si, au total, ils ne vont pas chercher un maximum de concessions. Et c'est la brutale réalité des rapports de force, malheureusement. Je vous dirais donc que dans le cas qui nous intéresse, on est, vous l'avez soulevé, en face probablement d'un des événements les plus marquants, déterminants dans les rapports transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe depuis 1945. C'est du jamais vu et du jamais entendu. Surtout jamais entendu. Mais je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent et qui sont français qu'en septembre 2021, les États-Unis, à l'époque dirigés par M. Biden, ont un peu trahi la France dans l'histoire des sous-marins, l'entente qui était apparemment conclue entre la France. Alors on me dira, c'est pas une affaire de principe semblable. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une relation de confiance et elle a été
parfaitement sabotée par les Américains qui ont choisi de faire entendre leurs intérêts et de court-circuiter les Français. C'était à propos de l'Australie, ça. Oui, mais c'est un contrat très conséquent que l'Australie avait passé à la France pour la construction de sous-marins nucléaires, technologie française, et les Américains ont saboté la transaction. C'est un redoutable coup de jarnac. Alors, quand on parle de nouvelles valeurs, ce que je vois surtout en ce moment, c'est un vice-président qui annonce le programme. Alors, à nous, ici, maintenant, de réagir et d'en prendre acte. Mais les États-Unis, depuis toujours, alors on a beaucoup parlé de l'ingérence américaine, j'allais dire, les États-Unis, depuis toujours, veillent à leurs intérêts. C'est pas nouveau, c'est le moins qu'on sous puisse des discours peut-être plus onctueux, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que les personnages, Trump et Vance, sont un peu hors gabarit. Mais les intentions sont maintenant claires et on parle de l'ingérence américaine. Or, l'ingérence américaine, elle est opérante depuis 1945. On en parlait avant. Tout à fait. Le plan Marshall, c'est une forme d'ingérence. Alors, certainement davantage bénéfique à la France, mais elle était aussi, cette ingérence, bénéfique aux intérêts américains. Historiquement, quand les Américains ont choisi d'intervenir en Irak, c'était pas un peu de l'ingérence, c'était beaucoup d'ingérence. En Afghanistan aussi. Et la France avait choisi sur le coup, en Irak, de ne pas s'en mêler, parce qu'ils voyaient parfaitement, nous voyons à l'époque très bien le piège. C'est donc pas nouveau. Et là, on est face à quand même un bouleversement majeur qui se déploie dans toutes les directions. L'administration Trump exploite en ce moment toutes les faiblesses européennes. Le maillon faible, c'est l'Allemagne. Avec ce qui s'est passé hier, l'attentat, l'AfD, Alternative für Deutschland, d'extrême droite, qui est au coude à coude avec la CDU, droite, partie d'Angela Merkel, mais qui s'est droitifiée. Et vous avez qui? Vous avez Elon Musk qui pousse à ce que l'AfD l'emporte. Pourquoi? Parce que si Alice Weidel, qui est la patronne de l'AfD, l'emporte et devient chancelière, elle a promis de quitter l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est une catastrophe. On est au seuil de l'explosion de l'Union européenne, là. Évidemment. Si l'Allemagne n'est plus dans l'Union européenne, c'est comme si l'OTAN, les États-Unis ne sont plus dans l'OTAN. Non, mais c'est pas bon ce que vous nous dites, là. Vous nous parlez de l'explosion de l'OTAN, là, parce que les Américains, ce qu'ils nous demandent, au niveau de notre armée, d'abord, pardon, mais pourquoi ils nous donnent des ordres? Première chose. Deuxièmement, on va pas pouvoir les respecter, donc ça veut dire explosion de l'OTAN, explosion de l'Union européenne. Enfin, là, vous êtes en train de... Non, mais je ne fais pas un scénario catastrophe. Ce portrait-là, non? Mais je fais, en fait, c'est malheureux faible. C'est malheureux faible. Et le problème, c'est que l'Europe, elle n'est pas constituée. C'est que l'Europe, elle a un budget de la défense qui est rikiki et qui a, pour tous les pays, diminué pendant les 40 dernières années. Emmanuel Macron, dans une interview très intéressante d'ailleurs, je la recommande dans Financial Times. Il parle de capitulation, attention. Oui, il dit aussi, face au choc Trump, il nous faut un électrochoc. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que de toute façon, ce que les États-Unis nous demandent de financer en Ukraine, nous n'avons pas les moyens de financer autant. Et donc, fatalement, on va être obligé de faire ce que Trump nous dit de faire. Et puis vous avez des gens qui vont décider du sort du monde, et nous on n'est pas dedans. Non, mais c'est exactement ça, mais c'est terrible. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir. Bonsoir Philippe Guibert, comment allez-vous? Bonsoir Régis. C'est terrible, parce que, non mais Régis Le Sommet... une vision très réaliste, malheureusement, je crois. Bah oui, mais Georges Fenech, mais l'Ukraine c'est terminé. On est hors course. On est hors course. Il a raison, Régis Le Sommet, mais c'est vrai, mais c'est terrible. L'Europe a signé son acte de décès. Georges Fenech, voilà. C'est la question que je vous posais, Georges Fenech est d'accord. Alors, dites-moi comment l'Ukraine va pouvoir, la sécurité de l'Ukraine ou ce qu'il en restera, peut-elle être garantie si l'Europe n'est pas impliquée? L'Europe va être impliquée. Je vous citais les mots du secrétaire à la défense américain Peter Hegseth qui dit l'Europe il utilise le terme overwhelming, qui dit de façon écrasante, l'Europe va prendre le fardeau du financement de l'Ukraine à partir de la négociation. 700 milliards d'après Pierre Lelouch. Ça va coûter à l'Europe 700 milliards. Ça va lui coûter 700 milliards. Et ce que dit Pierre Lelouch aussi, qui est très intéressant, il dit l'avenir de l'Ukraine se fait sans les Européens. C'est une guerre qui a lieu sur notre territoire et qui va se régler entre Washington et Moscou. C'est d'une humiliation. Mais c'est l'humiliation, Georges Fenech. Et je pense que ce sera exactement la même chose pour l'Ukraine. Les Ukrainiens seront malheureusement les victimes de toute cette histoire parce que l'Occident, l'Europe se sera servi d'eux pour affaiblir un peu la Russie.
mais finalement, aujourd'hui, l'Europe découvre qu'elle n'aura pas les moyens de les sauver. D'autre part, on aura quasiment très peu de moyens pour la reconstruction de l'Ukraine. Et finalement, les Ukrainiens seront les grands perdants et découvriront qu'il ne faut rarement faire confiance aux promesses de l'Union européenne. Une citation de Donald Trump. Écoutez ça, parce que ça va vous en dire long sur votre avenir en Europe. Écoutez, hein. Il a dit... Il n'y aura que Poutine et moi dans les négociations de paix pour l'Ukraine. Nous n'inviterons pas de représentants de l'Europe. Il n'y aura pas de guerre pour moi, et si l'Europe a un problème avec cela, alors laissons la Russie la vaincre toute seule, sans participation américaine. Pourquoi je ne veux pas que l'Union européenne soit présente ? Parce que ses représentants ont besoin de faire la guerre. Ils ont besoin d'un conflit à long terme pour couvrir leur incompétence, leur lobby et leur argent volé. C'est pas fini. Je classe déjà l'Union européenne comme un pays du tiers-monde, mais elle est un peu mieux lotie. Personne ne lui dicte quoi que ce soit. Je ne négocierai pas avec ceux qui veulent prolonger le conflit. Je ne négocierai pas avec ceux qui enverront plus d'armes. Je ne négocierai pas avec ceux qui essaieront d'obtenir plus d'initiatives en matière de munitions. Et je ne négocierai pas avec ceux qui essaieront de prolonger le conflit. Il l'a dit 2 fois. Je négocierai la paix, qui est évidemment un mot très censuré dans l'Union européenne, a-t-il dit. Vous vous rendez compte ? En fait, c'est ce que veulent Macron et la clique, Rutte, bien sûr Zelensky qui fait partie ni de l'OTAN ni de l'Union européenne, qui veut qu'on lui envoie 1,5 million d'hommes. C'est ce que veulent Van der Leyen, c'est ce que veulent les européistes, c'est ce que veulent les va-t-en-guerre, les Scholz, tous ces tarés progressistes, gauchistes, qui sont les descendants des démocrates, Biden, Kamala Harris, américains. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent perpétrer la guerre, continuer la guerre contre la Russie. Mes amis, vous savez ce qui va se passer ? Vous allez vous faire détruire. Voilà. Macron, demain, lundi, réunit tous les responsables européens pour obtenir davantage de financement et d'armement pour Zelensky et l'Ukraine. Demain. Vous comprenez que la guerre, c'est pas Trump qui la veut ? Vous comprenez que le monstre, c'est pas Trump ? Le monstre, c'est cette bête encore vivante, ce deep state satanique qui a été chassé des États-Unis et qui désormais est encore vivant en Union européenne et principalement chez les Allemands et les Français, surtout incarné chez Macron et Van der Leyen. Vous êtes en grand danger. Vos enfants sont en grand danger. Parce que l'Union européenne voudra cette guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu, ils viennent de se prendre une déculottée. La Russie leur a mis une déculottée. Vous avez pris une grosse déculottée. Il n'est pas acceptable pour l'Union européenne de perdre. Ils vont vouloir continuer. Et vous allez faire massacrer vos enfants, comme les Ukrainiens ont été massacrés. Attention. Faites très attention.